propose de passer à la désignation du secrétaire de séance. Alors, je vais proposer de prendre la personne la plus jeune de l'Assemblée. Estelle, ok, vous acceptez la mission? Parfait, merci. Ensuite, je vous propose de passer à la présentation des arrêtés. Est-ce qu'il y a des remarques sur les arrêtés et les décisions? Non, pas de remarques. Ok. L'approbation du procès verbal donc, du 25 mars 2021. Donc, je vais le mettre au vote. Y a-t-il des personnes dans la salle qui n'approuvent pas le procès verbal ou qui s'abstiennent? Donc, le procès verbal est approuvé à l'unanimité. L'approbation de l'ordre du jour, y a-t-il des remarques sur l'ordre du jour de ce conseil municipal? Donc, quels sont ceux qui le valident? Notre collègue Laurent Lafont, qui est le président de l'Église. Ok, c'est validé. Et L19. Bien. Je vous propose de passer à l'information du maire. Alors, trois sujets. Un premier sujet sur la RN19. Vous savez que depuis un an, nous agissons de façon à sécuriser et à traiter le côté accidentogène de cette route nationale 19 dans sa traversée sur l'Ukraine. Vous savez que je demande depuis plus d'un an à ce que cette section d'autoroute soit traitée comme un boulevard urbain, à savoir donc un séparateur entre les voies montantes et descendantes sur la traversée de l'Ukraine, et puis un réaménagement du carrefour de Tonagorno. Nous avons jusqu'à ce jour une fin de non-recevoir de la DIRIF, la direction des routes, donc qui dépend de l'État. Simplement donc, deux informations. Tout d'abord, il y a une question orale, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui a été posée par le sénateur Laurent Lafont au Sénat, au gouvernement. Donc, indiquant effectivement les problèmes qui se posent à l'Ukraine et les propositions et les initiatives que la municipalité a proposées pour régler le problème. En plus, très clairement, ce n'est pas des investissements très importants, mais par contre, ce serait de nature à sécuriser évidemment les véhicules et les piétons qui circulent sur cette portion de voie. Pour l'instant, la lecture d'Emmanuel Bardon, qui était présente et qui a répondu pour le compte du gouvernement, est plutôt une lecture d'un document venant de la DIRIF. Pour être très clair, parce que j'ai reconnu exactement ce que me dit la DIRIF depuis un an. Et pour information, donc j'ai porté l'affaire maintenant à la préfecture et demandé à la préfète du Val-de-Marne de bien vouloir être intercédée pour que nous puissions être entendus par la direction des routes. Voilà. Ça, c'est là où on en est aujourd'hui, un an plus tard. On espère quand même arriver à un résultat. Alors, il y a le fauchage des herbes, vous savez, qui pousse aussi cette saison et qui risque de masquer la visibilité au-delà des problèmes du carrefour. Pour l'instant, on attend évidemment l'action de la DIRIF. Puis vous avez vu, il y a eu 3 accidents qui ont eu lieu le même week-end. Alors, c'est pas du tout sur ces carrefours-là, en fait. C'est sur le premier carrefour qu'on pourrait appeler carrefour de la Grange, pour ceux qui connaissent l'Ukraine, c'est-à-dire toutes les personnes dans l'Assemblée. Et c'est sur ce carrefour de la Grange, il y a eu effectivement, il y a un vrai souci maintenant qui se pose et qui se posait moins avant. Vous avez vu, ça fait un S quand vous avez le feu au vert. Et ce S, à vitesse élevée, pose problème. Parce que aujourd'hui, les véhicules arrivent très vite, parce qu'il n'y a plus la retenue de véhicules sur Poissy. Donc on a une circulation en sortie de tunnel qui est limitée à 70. D'ailleurs, étonnamment, on a une voie limitée à 70 dans le sens vers l'Ukraine et vers Paris à 90 à l'heure, ce qui est quand même le premier tunnel à avoir une vitesse limitée à 90 km/h, ce qui me paraît un peu élevé. Et on a le même problème devant l'Ukraine, puisque vous avez la voie vers Prix-Contrebert qui est à 50 km/h et la voie vers Créteil, en fait, qui est à 70, ce qui paraît là aussi assez étonnant.
Et donc comme les véhicules arrivent très vite en sortie du tunnel sous Boissy, évidemment, si le feu est vert, ils ont plutôt tendance à accélérer et à se laisser surprendre par ce S, en fait. Surtout par temps de pluie, surtout quand les chaussées sont glissantes, ce qui explique, à mon avis, la cascade d'accidents qu'on a eu récemment. Voilà. Donc c'est le premier sujet sur lequel on n'abandonne pas. J'ai encore un courrier qui est prêt de nouveau. Enfin, j'en ai envoyé un à la préfète. J'en ai encore un deuxième qui est prêt à partir. Mais nous ne relâcherons pas et je pense que je devrais avoir un rendez-vous avec le cabinet du ministre des Transports. Le deuxième sujet, c'est Sapristi. Donc Sapristi s'est tenu récemment, pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant. Et ça a été véritablement un succès, c'était apprécié puisque c'était en fait la première sortie proposée pour les Micrénois après ce confinement, enfin ce 9e confinement. Donc c'était pour les Micrénois et les Micrénoises la possibilité évidemment de participer à un événement. Vous savez, Sapristi, c'est le Festival du livre de la jeunesse. C'était cette année 15 illustrateurs et auteurs qui étaient présents, qui ont dédicacé les livres pour les enfants. C'était aussi des manifestations de contes, de coloriage de fresques qui étaient proposées aux enfants. Je remercie d'ailleurs à ce titre le Club Ado qui s'est beaucoup investi dans cette manifestation, et puis l'ensemble de ceux qui l'ont monté, qui ont participé. On peut dire que c'était un succès. 1900 personnes ont participé à ce festival. Et donc c'est quelque chose qu'il faut absolument reproduire et amplifier pour les années futures, puisqu'en fait, sur la région, en France, il y en a quelques-uns, sur la région Île-de-France, il y a 2 manifestations comme celle-ci. Il y a un rendez-vous des éditeurs à Montreuil, et qui se passe plutôt à l'automne, et puis ce festival Sapristi du livre de la jeunesse, qui a effectivement réuni des créateurs, que ce soit des illustrateurs ou que ce soit des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, donc sur cette pelouse du Bois d'Auteuil. Donc longue vie à Sapristi et donnons-lui une ampleur méritée pour les années futures. Et le troisième point, je voulais céder la parole à Anne-Marie Martins pour vous expliquer aussi ce qui se passe dans les écoles, l'action de la municipalité sur le sujet, parce qu'il se passe beaucoup de choses au sein des écoles et on le doit évidemment au dynamisme d'Anne-Marie Martins, de l'élu, qui a en charge effectivement ce secteur, et aussi à tous les contributeurs, bien évidemment, administration ou autres, qui participent à l'animation et à l'animation des enfants de nos chères têtes blondes. Donc je remercie les agents municipaux pour leur aide et également le groupe des élus qui m'assistent régulièrement, très souvent, on fait des réunions, on confronte nos idées et on ressort ce qui est le meilleur pour les enfants. Donc au niveau des écoles, régulièrement, toutes les semaines, des ludothécaires se rendent dans les écoles pour, sous forme de jeu, être sur l'apprentissage des enfants. Donc je vais vous énumérer tout ce qui se fait dans les écoles. Ça va être un peu long, mais je vais aller vite. Je vais vous citer parce que sinon il y en a pour une bonne petite heure. Donc les ludothèques qui interviennent dans les écoles toutes les semaines, le conservatoire, on a signé une convention avec le conservatoire, le tennis de table et le tennis pour qu'ils donnent des cours aux élèves et donc rémunérés par la municipalité. Il y a eu, en partenariat avec le service festivité, des spectacles de clowns dans les maternelles, au centre de loisirs au niveau élémentaire et des spectacles de magiciens pour les élémentaires. Nous avons réalisé les Jeux du Val-de-Marne, ça a été un grand succès. Toutes les classes ont participé. Ça a été un gros casse-tête pour l'organisation. C'est M. Fred Roilen qui s'en est chargé et c'est vrai qu'on a fait le maximum pour que toutes les classes puissent en bénéficier, tous les enfants, et vraiment les directrices sont enchantées ainsi que les enseignants. Nous avions déjà réalisé en février la journée olympique. Nous fournissons dans toutes les classes, toutes les fournitures scolaires, les meubles, les livres, les jeux, tout ce qui est matériel. Nous fournissons dans toutes les élémentaires des tableaux numériques et on va s'engager plus ou moins à les transformer petit à petit en ENI.
nous avons déjà 2 ENI, notamment dans une classe de CM1 qui vient de l'acquérir et ils sont enchantés. Ils disent c'est comme une télévision. Il y aura des cadeaux de fin d'année d'une calculatrice pour les CM2. C'est en partenariat avec, financé par la municipalité, mais l'idée a été concertée avec le principal du collège. Il y a des ateliers qui ont été financés par GPSEA et portés par Madame Frédéric Strazel. Donc, des pièces de théâtre sont jouées dans les écoles sur un livre qui s'appelle Le Procès, et ce livre a été offert dans chaque classe qui a participé. Donc, avec la compagnie Aircube. Il y a un devoir de mémoire qui est réalisé aussi, porté par Madame Strazel. Monsieur Vénic se rend dans les classes et explique ce qui s'est passé pour son grand-père lors de la guerre mondiale. Son père, voilà, son père. Il y aura aussi le permis Internet en lien avec la police municipale sur les dangers du net, et c'est porté par Monsieur Sébastien Mons. Il y a aussi le classe qui se fait tout au long de l'année. C'est pour une dizaine d'enfants de chez Mélanie Bonis et une dizaine d'enfants des Merles. Ils sont listés par les enseignants et en fait, il ne s'agit pas d'une aide au devoir, mais une aide à la concentration, un apprentissage et certaines lacunes sont contournées par le jeu. Et également une aide à la parentalité. En fin d'année, il y aura une sortie avec justement les enfants du classe et les parents de ces enfants. Et enfin, donc toutes les classes bénéficient d'une sortie scolaire en fin d'année. Donc ça y est, donc, les contraintes Covid, Vigipirate, etc. sont en partie levées. Donc les enfants peuvent partir en sortie. Et enfin, il y a tous les ans des classes de découverte pour les CM2. Cette année, ils ont été remplacés puisqu'ils ne pouvaient pas partir une semaine, c'était compliqué. Dans un premier temps, il avait été décidé d'une sortie à la journée, mais ça n'a pas pu se faire. Et donc, les directrices d'école m'ont demandé de remplacer effectivement ces classes de découverte, notamment au Merle par des fresques. Il y a eu 3 fresques de dessinées sur les murs des Merles et vraiment c'est une belle réussite. Et donc tous les enfants des CM2 ont pu participer à cette fresque. Et pour Mélanie Bonis, il y aura, cette classe de découverte sera compensée par du cirque en fait. C'est ce qu'elles ont choisi. Une piste sera posée à l'école Mélanie Bonis et donc les enfants pourront faire du cirque. Voilà. J'ai été un peu rapide, mais si vous avez des questions plus particulières, n'hésitez pas. Je voulais juste rajouter, en plus, M. Delavoye, dans le cadre du devoir de mémoire, il y a aussi une intervention pour la première fois depuis longtemps de l'UNC qui intervient auprès des 6 classes de CM2. Donc, il y a eu déjà la première intervention, puis il y aura la suite au mois de juin. Voilà. Merci. Puis dernier point, vous savez que le confinement est levé, qu'à partir du 9 juin, une nouvelle étape, évidemment, voit le jour, avec une liberté beaucoup plus importante. C'est l'occasion pour l'Ukraine de renouer avec les festivités, de renouer avec les animations locales qui nous ont manqué déjà depuis maintenant plus d'1 an. En tout cas, moi, depuis qu'on est nommé, on n'a pas pu évidemment avoir ce type de manifestation. La première, c'était Saint-Pesti, en fait, en tant que tel. Et puis maintenant, il y a un programme. Il y a eu le programme de l'été dernier. Un peu comme l'été dernier, nous prévoyons évidemment cette année un programme de festivités, de rencontres cet été. Et je vais laisser la parole à Stéphane Paretti pour nous donner les grandes lignes de ce programme. Merci. Donc, l'année dernière, on a dû faire un petit peu en catastrophe la programmation. Cette année, on a eu un peu plus de temps pour nous organiser. On a vu les associations plusieurs fois. On a voulu que ce soit un été beaucoup plus associatif que l'année dernière, étant donné que les associations
pour beaucoup, n'ont pas pu reprendre leurs activités. Ils ont un gros manque vis-à-vis de leurs adhérents de se rencontrer, de moments conviviaux, de moments festifs, de moments de partage et de moments sympathiques entre eux. Donc on a vraiment voulu mettre en valeur les associations. Donc on les a rencontrés plusieurs fois pour préparer ça et on leur a laissé le choix. L'idée c'était de faire quelque chose tous les week-ends pendant l'été, en juillet et en août, en sachant que certains sont en vacances en juillet, d'autres en août. Donc automatiquement, il y en a qui sont là soit en juillet, soit en août. Donc on a proposé tous les week-ends et finalement, petit à petit, avec la programmation qu'on préfère les associations, beaucoup d'associations se sont inscrites pour le 3 juillet. Parce que c'était avant les vacances et c'était pour eux un moment aussi de finir l'année. Donc finalement, on a tous les week-ends, mais le 3 juillet est un moment particulier où presque toutes les associations, enfin beaucoup d'associations viennent. Il y aura 20-25 stands qui seront installés. Ce sera donc le 3 juillet après-midi. On va en profiter le soir pour faire un feu d'artifice qui va un peu inaugurer la fête de l'Ukraine qu'on fera l'année prochaine sur plusieurs jours, comme on a pu faire dans un autre temps. Donc là, le 3 juillet, ça va être vraiment un moment phare pour l'Ukraine, du démarrage, on va dire, la première fête de l'Ukraine, enfin l'ouverture des festivités de l'été. Avec beaucoup de manifestations, donc ce sera au Bois d'Auteuil et beaucoup d'associations sont présentes. Et ensuite, tous les week-ends, on a des choses qui sont très variées. On a du sport, on a de la culture, on a du cinéma, on a des concerts, on a une conférence Barbara, on a énormément de choses. Un rallye pédestre le 14 juillet avec un spectacle le soir avec un concert. Donc il y a beaucoup de choses. Le programme a été complètement validé avec les associations et je l'ai présenté en session culturelle pour tous ceux qui le souhaitent. Le programme est à jour et j'ai fait un lien internet pour qu'on s'en souvienne facilement. Donc c'est un document de travail. Hein. La communication va faire une belle affiche. Hein. C'est vraiment un document pour nous rendre compte les uns les autres de ce qui se passe. Sur internet, vous tapez été.rabani.org et vous avez le programme complet. Ça marche sur les téléphones, ça marche sur les PC, sur les tablettes. Et vous avez le programme complet de tous les week-ends. Donc c'est en général le samedi et le dimanche. Alors, il y a quelques week-ends, il n'y a que le samedi ou que le dimanche, mais c'est assez rare. Et on a beaucoup d'activités qui sont prévues, qui vont être pour tout le monde, pour tous les âges. Et avec le 3 juillet qui est vraiment un moment plutôt phare de toute la programmation. Et le 3 juillet, on a également des associations, des services municipaux qui vont venir. On a le club ado qui va intervenir avec des structures gonflables. On va avoir aussi la petite enfance avec les centres maternels qui seront aussi là, enfin une fête aussi. Enfin, on va avoir un moment très sympathique le 3 juillet après-midi. Donc tous ceux qui peuvent venir, c'est de 14 à 19h pour toutes les activités sur les stands. À 19h, on clôt ça par un petit concert jusqu'à 20h30 et un feu d'artifice à 23h pour tous ceux qui le souhaitent. On a envoyé le document à la préfecture, on attend évidemment leur retour pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Mais en tout cas, ça rentre dans les textes réglementaires et donc on est très confiant pour pouvoir organiser tout ça. Et juste pour finir, l'été se termine par le forum des associations qui est le 4 septembre. Donc vous pouvez effectivement, comme tous les ans, le 4 septembre, il y aura le forum des associations, où toutes les associations sont présentes. L'année dernière, on l'a fait autour de la piste d'athlétisme. On a trouvé que c'était beaucoup mieux que de faire en salle, parce que c'est moins bruyant, c'est plus aéré, c'est beaucoup plus sympathique, et toutes les associations sont à égalité. Chacun passe devant chaque association, alors que quand c'était à Pieroni, c'était un peu, on voit une association et on ne voit pas forcément tout le monde. Donc on recommence la même chose cette année, donc autour du stade du Bois d'Auteuil, et ça c'est le 4 septembre, et le 5 septembre, comme tous les ans, il y a le Vicognier qui se passe autour du parc du Château. Voilà pour les festivités jusqu'à la rentrée de septembre. Merci Stéphane. Je vous propose maintenant de passer aux questions orales avant d'entamer les délibérations. Donc je vais commencer peut-être bien libre avec Rennes. Je vous laisse lire vos questions. Votre première question. Bonsoir à tous.
Alors, la première question, donc, c'est au sujet du CIVOM. Elle va être longue, je vais vous prévenir. De nombreux Villecrénois nous ont fait état de leur mécontentement quant à la prestation du CIVOM. Ils ont été en effet désagréablement surpris quand ils ont fait appel au service encombrant, car le délai d'attente était de 1 à 2 mois. Et de surcroît, certains encombrants, tels que l'électroménager, ne sont pas admis. Alors, je précise quelque chose de très important avant de poser les questions, donc qui sont en lien avec, bien sûr, la prestation du CIVOM. Donc, les appareils électroménagers peuvent être pris par le CIVOM sur rendez-vous au prix de 68 €. Les administrés sont donc sommés de choisir entre cette option ou se rendre à la déchetterie par leurs propres moyens. Donc, la question... Alors, cela ne risque-t-il pas d'accentuer, voire d'aggraver les dépôts sauvages que nous dénonçons tous unanimement, à juste titre, et de créer des disparités et des inégalités au sein de la population entre ceux qui ont les moyens de payer pour leurs déchets et ceux qui n'en ont pas? Donc ça, c'est la première partie de la question. Alors, la deuxième partie de la question, donc, quel regard portez-vous, monsieur le maire, sur ce phénomène rampant dans nos rues et inquiétant au regard de l'environnement et de la santé des habitants? Et la dernière partie de la question, donc, quelles solutions envisagez-vous? Merci beaucoup. Merci de la question. Oui, alors, sur le CIVOM, nous avons déjà eu un entretien avec le directeur du CIVOM, justement, sur ce problème, sur ce point-là. Je dois dire que je ne suis toujours pas satisfait non plus, comme le sont les habitants sur ce point, pour plusieurs raisons. Alors, il y a toujours les mêmes raisons, qui est qu'aujourd'hui, le CIVOM se fait un peu tirer l'oreille pour emmener l'ensemble des éléments qui ont été déposés sur la voie publique par les habitants, donc qui ont pris rendez-vous. Donc on a toujours ce souci-là. Et effectivement, on a un problème de délai, qui est important en ce moment, en tout cas, puisqu'on est à plus d'1 mois, en fait, alors qu'on nous avait dit que ce serait tous les mois, on a plus d'1 mois de délai. Moi, j'ai dit la dernière fois que je laissais 3 mois au CIVOM. Alors, le problème avec le CIVOM, c'est qu'évidemment, la commune n'est qu'une petite partie du CIVOM, puisque le CIVOM rassemble une communauté de communes beaucoup plus large. Et donc, il faut que je vois, moi, avec les autres maires du plateau Briard, la situation, mais je sais qu'elle n'est pas forcément non plus idéale sur les autres communes, de façon à voir comment, si la situation ne s'améliore pas, comment on peut revenir en arrière. C'est-à-dire revenir à une date fixe, comme c'était auparavant. Tous les 2 mois, puisqu'auparavant c'était tous les 2 mois, donc selon les quartiers, on avait effectivement la journée des encombrants. Donc on se réserve le droit de revenir effectivement à une situation initiale si les choses restent en état. Voilà ce que je peux vous dire, et j'ai demandé à ce que cette fois-ci je puisse rencontrer le président du CIVOM pour justement lui faire part du mécontentement des Villecrénois. Voilà, ça c'est pour le part. Sur l'électroménager, en fait c'est plus compliqué parce que en fait, avant, l'électroménager était emmené gratuitement par les ferrailleurs. Puisqu'en fait, jamais le CIVOM n'accédait en fait à ça, parce que ça a toujours été payant par le CIVOM, pour les gros appareils électroménagers, on ne parle pas du fer à repasser ou du lipin. Mais de toute façon, vous aviez avant, vous savez, des voitures de ferrailleurs qui tournaient dans les rues, et qui emmenaient tout ce qui avait une valeur, une valeur en tout cas au poids de métal, bien avant que le CIVOM venait. Donc ça avait au moins, je dirais, ce mérite de pouvoir libérer la voie publique de ces encombrants-là, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Après, voilà. Après, c'est effectivement, s'il y a des avantages et des inconvénients à ce système qui consiste à voir les ferrailleurs passer dans toutes les rues auparavant. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Donc, sachez qu'on est, nous, d'ailleurs, ennuyés, puisque, en fait, dans la mesure où aujourd'hui, la date n'est pas forcément une date connue par l'ensemble des Villecrénois. Ce qui se passe, c'est que dès qu'une personne téléphone pour amener ses encombrants, vous avez les voisins qui viennent assembler les encombrants au même endroit, donc ça nous fait un dépôt qui est plus conséquent. Et puis, comme la date n'est pas connue, ça donne une vision plutôt de dépôt sauvage sur la voirie, ce qui n'en est pas forcément. Alors qu'auparavant, comme la date était connue de tous les Villecrénois, on savait qu'il y avait plein de dépôts sauvages à telle date, tous les 2 mois, voire tous les mois, ça dépend des quartiers. Donc c'est vrai que ça a aussi cet inconvénient, dans la mesure où ça donne une image de propreté qui est souvent problématique. Alors que par ailleurs, nous avons, nous, mis en place un service propreté, vous l'avez vu sûrement, avec des équipes qui travaillent maintenant le week-end et qui assurent la propreté de la ville. Voilà ce que je peux dire sur cette question.
tous. Bonjour. Donc la deuxième question, c'est que nous avons remarqué un tronçon de piste cyclable sur la rue Cavaillès, donnant sur la nationale 19, a été aménagé ces dernières semaines. Nous ne doutons pas de l'utilité de cette opération, modeste soit-elle, puisque ça correspond à peu près à 160 mètres de piste. Néanmoins, nous constatons un délabrement criant de ces deux voies, aussi bien la voie réservée aux vélos et la voie réservée aux voitures, puisqu'on a remarqué qu'il y a plusieurs lits de tôle, plusieurs trous, quelques branchages rendant la circulation ardue sur les deux pistes et dangereuse. Donc notre question c'était pourquoi ne pas avoir engagé les travaux de réparation de ces deux voies simultanément à l'aménagement du bout de piste qui est déjà fait, et quelles sont les actions envisagées pour y remédier et surtout pour assurer que les prochaines tronçons soient bien faits. Merci. Tout d'abord, je voulais vous remercier du fait que vous validez l'intérêt et l'utilité des pistes cyclables. Je pense que c'est effectivement une bonne chose. Et je vous remercie de cette validation, puisque vous le dites dans votre question, vous ne doutez pas de l'utilité de cette opération. Alors évidemment, 160 mètres, c'est modeste, mais c'est un début. L'affaire et l'histoire ne s'arrêtera pas là. Nous avons évidemment des objectifs en la matière, sans vouloir faire de Vigraine-Paris et couvrir la ville de pistes cyclables. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir quand même des continuités de pistes cyclables. Et vous voyez, c'est la rue Cavaillès. Elle a du sens dans la mesure où elle rejoint une continuité de pistes cyclables pour aller au lycée ou pour aller au lycée ou par la suite, je n'en doute pas, au RER. Alors la rue Cavaillès, pour information, c'est une rue, justement, enfin avant qu'on arrive, qui a été transférée au territoire, à GPSEA. Donc elle est sous mandat GPSEA. Nous avons été malgré tout obligés de traiter la séparation de ces deux voies pour une bonne et simple raison, c'est que nous avions beaucoup trop d'incivilité de la part des automobilistes qui prenaient, malgré les panneaux, malgré la voie de décélération pour tourner sur la rue Cavaillès, donc qui prenaient cette rue en sens interdit. Et nous avons dressé plusieurs procès-verbaux, parce que certaines personnes ont eu la surprise à 23 h de voir la police municipale les attendre au bout de cette section et dresser procès-verbal. Vous voyez, on a été confronté à ce problème, et si on a traité en urgence cette séparation-là, c'était simplement pour protéger les cyclistes, parce que vous avez remarqué, au bout de la rue Cavaillès, il y a un virage qui peut s'avérer dangereux, dans la mesure où vous avez des personnes qui prennent cette section en sens unique, et alors, aussi étonnamment soit-il, mais ces personnes se dépêchant dans le sens unique roulent très vite. Et il y avait un risque d'accident. Cela dit, évidemment, cette rue étant transférée auprès de GPSEA, j'ai prévenu GPSEA pour leur dire qu'en attendant la réflexion de la voirie complète de la rue, il fallait faire quelque chose sur l'état de la rue. J'ai une bonne nouvelle, puisque en fin de semaine, voire début de semaine prochaine, donc justement, ce point va être traité par GPSEA. Alors la rue va être fermée, d'accord, comme elle l'a été pendant les travaux, le temps de refaire, en fait, de boucher les trous, si je puis dire, c'est-à-dire de réparer cette voirie, de façon à ce qu'elle soit praticable. Ces choses vont être faites, rassurez-vous. Hein. C'était un point sur lequel je suis intervenu auprès de GPSEA pour leur demander de traiter. Et là, c'est fait en plus par GPSEA, donc non pas sur les fonds de la commune, puisque cette rue est transférée. Évidemment, hein, ce qu'il faut voir, c'est que cette rue aurait dû être réhabilitée. Quand je dis réhabilitée, c'est-à-dire vraiment avec des investissements beaucoup plus lourds cette année. Mais le Covid a fait que GPSEA a retardé son programme de réhabilitation des rues transférées de 1 an. Et donc, elle le sera l'année prochaine. Alors, quand je dis réhabilité, c'est-à-dire que la rue sera complètement refaite. Et bon, là, évidemment, on aura aussi l'opération d'enfouissement des réseaux, donc des réseaux aujourd'hui aériens, dans cette rue. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est bon, ça va être traité là, dans les jours qui viennent. Excusez-moi, monsieur le maire. Donc, si j'ai bien compris, c'est la mairie qui a fait les travaux, c'est ça? Là, sur la séparation, oui, on est obligé de faire cet aménagement effectivement d'urgence pour éviter un accident entre les automobilistes qui prenaient malgré tout ce sens interdit et les cyclistes qui empruntaient cette voie, vous savez, qui est une voie Covid en fait, qui a été identifiée comme telle, voie Covid. Et donc, si on a effectivement fait cette séparation, simplement cette séparation, c'était pour éviter qu'effectivement il y ait un accident et qu'un vélo soit renversé. Parce que j'ai vu l'entreprise Colas agir, j'ai pensé que c'était dans le cadre du... Non, Colas,
Et là, ça ne sera pas Colas, puisque c'est un autre bailleur qu'on utilisait par GPSA, mais on l'a fait vraiment en urgence pour éviter cette incivilité permanente. Voilà. Là, maintenant, la rue va être traitée par GPSA. Merci. Bonsoir. Un projet de construction d'un immeuble en Bois d'Auteuil serait en vue de construction. Nous vous remercions, dans le cas où vous le confirmez, de nous fournir quelques renseignements, s'il vous plaît. Alors, oui, il y a le 100% social, par contre, non. Oui, il y a un logement qui est prévu, en fait, qui n'est pas prévu, qui est en fait le logement qui va se construire sur le quartier de Bois-d'Auteuil, c'est un logement qui est prévu depuis maintenant 5 ans, 5-6 ans. Enfin, c'est un logement du projet initial. C'est Domis, le bailleur social. Par contre, ce n'est pas un immeuble au sens où on l'entend, parce qu'on a voulu une opération modeste. D'accord ? Opération immobilière modeste. Et bien sûr, avec à la fois des logements sociaux, puisque vous savez qu'on est carencé, donc on n'a pas trop le choix, mais également des logements en accession libre. Et la particularité, c'est que nous avons demandé à ce que, au rez-de-chaussée de ces petits, alors c'est pas un immeuble, en fait, c'est des petits groupes de pavillons sur 2 niveaux, en fait, vous voyez, qui vont être sur ce terrain, de façon à ne pas avoir un apport de population important, mais d'être sur une opération somme toute modeste. D'accord ? Et au rez-de-chaussée de l'un de ces pavillons, si je puis dire, il va y avoir, j'ai demandé la création d'une maison d'assistance maternelle, puisque nous avions, c'est Anne-Marie Martins qui l'a vu, hein, nous avions 4 assistantes maternelles qui avaient monté le projet de création d'une maison d'assistance maternelle. Donc nous avons négocié à ce qu'il y ait cette maison créée au pied de du premier palier. D'accord ? Donc maison de l'ordre de 120 mètres carrés qui pourra accueillir potentiellement 16 enfants. Est-ce que ça répond ? Alors je rappelle, si on est sur le logement social, la question sur le logement social, parce que je pense que c'est important, mais je parle sous le contrôle de Didier Favre, c'est que nous avons repris, malgré la carence, on va dire la main sur les attributions, en tout cas sur ce que l'on peut faire en tant que tel, d'accord ? Donc ça veut dire que nous avons instruit un certain nombre de dossiers de Villecrénois, et aujourd'hui on peut dire que dans les attributions, nous nous battons bien évidemment pour que l'attribution des logements sociaux de Villecrène aille prioritairement, ça veut dire qu'il faut travailler ces dossiers de façon à les rendre prioritaires, aille prioritairement à des demandeurs de Villecrénois. Voilà, j'insiste parce que c'est la clé du logement social, c'est justement à ce que ce logement social aille à des personnes habitant la commune. Nous changeons de côté. C'est cela. Allez-y, donc cela c'est question de Villecrène pour tous. Alors, nous sommes régulièrement interpellés par les Villecrénois au sujet de la circulation rue de Mandres et de la sécurité, plutôt de l'insécurité de certaines portions. On a pu constater... J'ai ma tablette qui s'éteint au moment où je... Voilà. On a pu constater la vitesse, des dépassements inappropriés, des courses de 2 roues et surtout la mauvaise implantation de l'arrêt de bus dit provisoire, qui provoque une inquiétude et un agacement chez les riverains, ainsi que chez les usagers de la ligne de bus qui passe. En ce qui concerne la sécurité, ce fameux arrêt de bus se trouve sur un trottoir étroit qui n'est pas balisé, voire même sécurisé par des barrières. Et il y a une dangerosité certaine pour les enfants, mais aussi pour les adultes qui attendent le bus à cet endroit. Ce qui m'amène à la question, est-ce que ces nuisances et le problème de sécurité sont pris en compte par la municipalité? Quels sont les projets et les solutions qui vont être mis en place? Et serait-il possible d'obtenir une présence plus régulière de la police municipale, qui a d'ailleurs prouvé son efficacité, hein, j'ai pu le constater à titre personnel, et je voulais vous féliciter parce que pour une fois on a une police municipale efficace sur la commune.
Et donc, est-ce que cette police municipale pourrait réaliser des contrôles de vitesse, ainsi que surtout des contrôles des usagers des deux roues? Merci. Alors merci pour ces remerciements. Sur la police municipale, je leur dirai. Donc, je pense qu'ils apprécieront en tout cas effectivement ces remerciements. Alors, pour répondre sur les incivilités et sur la vitesse, alors on constate en plus, alors là c'est pas que sur les trains, avec le confinement, les véhicules, enfin les automobilistes ont tendance à globalement à rouler beaucoup plus vite qu'ils ne le faisaient auparavant, peut-être parce qu'il y avait moins de voitures sur la route, ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment. Et on va dire que les gens se lâchent, c'est-à-dire qu'en fait ils se permettent des choses qui ne se permettaient pas. On a vu déjà les incivilités, parce que ça c'est vraiment l'incivilité, on est à la limite entre l'incivilité et le délit d'ailleurs, et la délinquance, si l'on veut, puisque c'est des incivilités qui mettent en danger la vie d'autrui. Alors sur les contrôles de vitesse, il y a des contrôles de vitesse, il y a un cinémomètre, j'ai moi demandé à ce qu'il y ait des contrôles de vitesse. Bon, alors là, on a toujours le même souci, c'est que vous restez 10 minutes à un endroit, puis au bout de ces 10 minutes, vous êtes obligé de changer, parce que Waze vous avez identifié, tout le monde sait que vous êtes là, quoi. Donc c'est un peu le souci. Donc moi j'aimerais bien que Waze disparaisse, pour tout vous dire, parce que Waze est la clé des communes, à la fois pour le trafic qu'il renvoie, mais aussi pour ces incivilités qu'il encourage. Même si ça peut rendre évidemment un certain nombre de services auprès des automobilistes, c'est en tout cas un vrai souci pour les municipalités. Mais nous réalisons ces contrôles de vitesse, alors évidemment, ça veut dire qu'on change la police municipale change toutes les 10 minutes, un quart d'heure à peu près de lieu. Ça a au moins eu l'avantage, c'est que ça fait baisser quand même globalement, en dehors de la délinquance, parce qu'il faut distinguer de l'incivilité qui pourrait consister à être à 10 km au-dessus, de la délinquance qui consiste à conduire avec une conduite dite dangereuse. Cette fois-ci, c'est-à-dire doubler dans des situations qui ne sont pas acceptables. De toute façon, il est interdit de doubler en ville, voire d'avoir des excès de vitesse considérables qui représentent plus, qui sont maintenant considérés comme des délits plutôt que, évidemment, soumis à contravention. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Donc la police est sensibilisée là-dessus. Il y a eu des retraits, d'accord? Pour tout vous dire, il y a carrément eu un retrait de permis sur la nationale 19 cette fois-ci. Donc là, il y a des contrôles qui sont faits entre la police nationale et la police municipale pour un véhicule qui était à plus de 40 km/h au-delà de la vitesse limitée. Donc là, ça a évidemment été sanctionné immédiatement. Je sais que la police municipale et la police nationale travaillent de concert et qu'ils sont en train de voir comment renforcer les contrôles sur la ville. Donc dans les rues de l'Ukraine, pas uniquement sur la nationale 19, là c'est quelque chose qui est fait extrêmement régulièrement. D'accord? Pour justement combattre ces incivilités. Donc c'est vrai que ça en fait partie, c'est une commande, en tout cas c'est une commande auprès de la police municipale, de s'assurer qu'on est bien sur des vitesses qui sont des vitesses acceptables dans la ville. Sur votre arrêt de bus, alors sur l'arrêt de bus, je suis embêté parce que l'arrêt de bus, c'est vrai qu'il fait, le trottoir fait 1m40. Donc la norme d'un trottoir, c'est 1m40, ce trottoir fait 1m40. Après, on a un problème, c'est comme il n'y avait pas d'arrêt de bus de prévu au moment où le quartier a été créé. Ça veut dire qu'on n'a pas le recul au-delà de 1m40, quand vous regardez sur l'ensemble des voies, vous n'avez pas de recul possible. Et ça, c'est un vrai souci. Il aurait été bien que lorsque le quartier a été construit, en fait, on prévoit justement ces espaces pour avoir un recul supplémentaire, je dirais, pour construire un arrêt de bus. Il n'y a pas d'arrêt de bus, vous avez juste là un point. D'accord ? Là, vous avez remarqué, il est provisoire. Si c'est celui dont on parle, vous en avez un qui est définitif. Depuis 5 ans. Et alors pourquoi il est provisoire depuis 5 ans? Parce que, alors là, pour le coup, il y a deux choses qu'il faut savoir. Un, l'arrêt provisoire, ça veut dire qu'il n'a pas été réceptionné par la mairie. Et deux, c'est le département qui doit agir. Parce qu'on est sur une départementale. Donc ça veut dire que c'est en fait la mairie qui demande une action du département pour justement rendre cet accès, cet arrêt en fait, acceptable. C'est aussi acceptable pour les PMR, parce qu'il n'est pas adapté pour les PMR. Voilà. Donc ça aussi, il faut le savoir. Hein. Ce qui pose problème et ce qui fait qu'il est toujours en arrêt provisoire. C'est ce qui explique qu'il est en arrêt provisoire. C'est qu'il est demandé au département de revoir sa copie sur cet arrêt de bus. Voilà, pour tout vous dire sur cet arrêt en particulier. On n'est pas sur un arrêt où il y a énormément de fréquentation. On est plutôt sur une fréquentation d'adultes, puisque ce sont les enfants qui sont scolarisés à proximité, que ce soit à l'école, que ce soit au collège. Ils ne viennent pas là. Mais on est sur malheureusement, quel que soit l'endroit que vous prenez sur la rue du Mans, sur cette rue du Mans, on est sur un trottoir qui, au maximum, fait 1m40, parce qu'il peut être même plus étroit dans d'autres portions de vie. Voilà. Donc on a ce souci. Alors, ce souci, il n'existe qu'à par rapport à un comportement qui est un comportement d'automobiliste qui roule plutôt vite. J'ai demandé
Je vous dis, à ce qu'on installe un feu tricolore au niveau du rond-point des pompiers. Voilà, pour casser les vitesses, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui roulent allant sur Mandres, qui ne s'arrêtent pas au rond-point, qui prennent ce rond-point comme une grande ligne droite, et qui accélèrent justement sur ce point-là. Le fait d'avoir un feu tricolore ici permettra aux Villecrénois de pouvoir sortir de l'Ukraine tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, vous avez un flux d'automobiles important, qui en fait, une fois qu'ils passent ici, sature le centre-ville. L'objectif, c'est qu'on régule ce trafic, de ce côté-là aussi, venant des salles, hein, parce que si vous regardez les véhicules, vous avez essentiellement beaucoup de 91, c'est qu'on régule ce flux, et qu'on le régule sur plusieurs points, de façon à éviter la congestion de l'Ukraine, je vous l'avais dit, hein, c'est la régulation du trafic de transit. Donc ce feu aura, pour l'instant, je ne sais pas encore, parce que c'est encore le département qui doit effectivement prendre la décision, mais on est en relation avec le département pour voir ce point, c'est clair. Et en fait, l'objectif, c'est d'arriver sur des flux automobiles régulés dans la ville, plutôt que de laisser faire ce qui se fait, c'est-à-dire, on l'avait dit, hein, l'ouverture du tunnel sous Boissy, qu'est-ce que ça a pour conséquence? Ça a pour conséquence pour Oise d'afficher un parcours via Mende et Villecreine beaucoup plus rapide que via Villeneuve-Saint-Georges. Parce que maintenant, le tunnel sous Boissy fait qu'on n'attend plus pour aller sur Paris. Et donc, c'est un aspirateur, Oise, aujourd'hui, constitue un aspirateur à flux automobile de gens qui viennent de très loin en Essonne et qui passent par Villecreine. Et mon objectif, c'est de faire en sorte que ça s'arrête. Et qu'on facilite la circulation des habitants du plateau Villard, des Villecrénois, peut-être au détriment de ceux qui viennent plus loin et qui auront une traversée plus longue si on prend de la fois de Villeroy, en fait, à la nationale 19. Voilà. Et l'avantage de ce feu qui régule, donc qui évite qu'on soit bouché dans la ville, même s'il faut attendre venant de Mende sur le plateau, il a aussi l'avantage de casser les vitesses au niveau justement de cette route de Mende, qui en fait est aujourd'hui peut-être effectivement accidentogène par rapport au comportement d'automobilistes, parce que quoi que vous fassiez, même si vous faites des contrôles de vitesse, c'est déjà difficile pour la police de se placer sur cette ligne droite. Et puis de toute façon, vous ne pouvez pas être en permanence, vous ne pouvez pas mettre un policier en permanence derrière chaque automobiliste. Donc il faut qu'on trouve d'autres solutions, qui sont des solutions plus mécaniques, pour pouvoir casser ces vitesses. Ça permettrait là aussi de sécuriser un peu plus cet espace proche des pompiers, aujourd'hui, qui est pour certains centres de circulation accidentogène. Moi, je voulais revenir sur l'ambiance difficile au niveau du parc du château, que ce soit pour les riverains tout de suite à côté du parc ou même aux alentours. Les dégradations des grilles et les incivilités de type dépôt d'ordures, tir de mortier, mise en sonore, etc. Donc ma question, c'est est-ce que les dégradations ont été traitées et quel en a été le coût à ce stade? Parce que je suppose que ça commence à faire. Et puis, je voudrais savoir si les horaires de fermeture du parc vont être adaptés suivant la saison ou suivant les problèmes que ça pose au quotidien. Et puis également, si éventuellement, on va mettre cette zone vraiment sous vidéosurveillance efficace rapidement. Merci. Alors, juste avant de traiter cela, j'ai lu que on n'avait pas fini sur les motocross, en fait. Il faut juste savoir que nous avons, la police, il est efficace à effectivement arrêter les motocross. Et pour information, il y a eu 4 saisies d'engins non homologués sur la voie publique. Donc, vous savez que quand vous roulez avec un engin non homologué, c'est délictuel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Très physiquement et très techniquement, la personne est arrêtée à partir du moment où effectivement elle ne file pas à 80 à l'heure, parce que vous savez aussi, je ne sais pas si vous avez vu les reportages au niveau national, mais c'est un vrai souci parce que ces gens-là qui se comportent, vous avez vu un reportage à Lyon, dans certaines grandes villes, et qui font du rodéo en ville en fait, constituent un danger, et pour la police c'est un vrai souci pour intervenir au moment du délit. Alors en revanche, sur l'Ukraine, l'avantage c'est qu'on va moins loin et on les connaît pour certains, donc on sait où les attendre. Si je puis dire, et donc il y a eu 4 confiscations, puisque dans ces cas-là, comment ça se passe? Les personnes sont arrêtées, sont emmenées en voiture au commissariat de Boissy, le commissariat de Boissy se déplace, et l'engin est saisi. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est du correctionnel avec saisie de l'engin non homologué. Et là, on a eu effectivement quelques prises, 4 prises, qui ont eu lieu donc, sur ces usages de motocross ou de quad, vous savez, non homologués, voilà, pour tout vous dire. Là aussi, j'avais demandé à la police d'être vigilante et de pouvoir intervenir. C'est pas toujours facile, mais on a des résultats.
Et quand vous avez un résultat, quand vous saisissez, forcément ça fait réfléchir les autres, parce que c'est quand même un risque important. Sur le parc du château, ah oui, le parc du château, c'est pour l'instant une source de cristallisation. Alors en plus, on a un problème, enfin je dirais qu'on veut apaiser ce quartier, parce que ça fait longtemps qu'il y a des troubles. Rappelez-vous, je crois qu'il y a 2 ans, on a manqué d'en venir aux mains, entre la population excédée par le bruit, par les tirs de mortier qui étaient faits à tir tendu, d'accord, et certains jeunes, encore pareil, quelques jeunes qui sèment en fait le trouble et ne respectent pas en fait la loi. Il est clair qu'en ce moment, on est sur un bras de fer. Mais sur ce, soyez sûr que la mairie ne cèdera pas. Ça, c'est un point, c'est un message que je passe. Nous avons eu des barreaux, vous avez mis un portail. Nous avons donc eu des barreaux qui ont été sciés. Pour l'instant, on est en train de chiffrer. Ça va coûter de l'argent, malheureusement, mais il est hors de question qu'on laisse ces barreaux sciés. Donc, ils pourront scier tout ce qu'ils veulent, on remplacera tous les barreaux. Parce qu'il est important qu'on montre que la mairie là-dessus a une action constante sur le sujet. D'accord ? Il faut savoir aussi que certaines familles bien connues sont maintenant sur une somme à payer qui devient conséquente. Parce que vous imaginez bien que les constats qui sont faits par la police qui est présente ne sont pas gratuits et qu'il y a un certain nombre d'amendes qui ont été évidemment dressées sur les comportements que vous pointez du doigt. Donc ça, c'est un point important. Quant à la surveillance, il est clair que nous sommes effectivement en urgence, nous allons mettre ce parc sous surveillance, sous vidéoprotection, d'accord, de façon à mieux identifier les personnes qui sont sources de troubles dans ce parc. Voilà, pour tout vous dire. Alors les horaires, on va rallonger d'1 heure, ouais, à 20h30 pour les horaires. Je ne veux pas aller au-delà tant qu'on n'a pas réglé nos problèmes. C'est tout le problème, quoi. Je veux dire, ok, on pourra rouvrir ce parc beaucoup plus largement à partir du moment où on aura pacifié la zone. Or, aujourd'hui, les troupes viennent de la cité qui est proche, malheureusement, des jeunes de cette cité qui n'acceptent pas que ce parc puisse vivre avec, je dirais, vivre ensemble, en fait, avec l'ensemble des autres habitants et qui considèrent que c'est leur terrain de jeu. Terrain de jeu favori, mais un jeu plutôt jeu dangereux. Donc on en est là aujourd'hui et on travaille sur le sujet avec des interventions de la police régulièrement, tous les soirs. De toute façon, c'est la police qui ferme le parc. Voilà. Donc clairement, le message passe et je voulais dire que la mairie, en tout cas l'administration en tant que telle, puisque là il s'agit de la police municipale, ne lâchera pas et veille partout dans l'Ukraine à ce que la loi et les arrêtés soient respectés par l'ensemble de la population. Donc les dégradations, juste pour finir, vont être traitées. Parce que là, nous sommes en train de chiffrer, parce que vous avez vu, il y a 7 barreaux au total, entre la grille, et puis la grille et puis le portail, où les barreaux ont été aussi. Voilà. Bien, je propose, si nous avons épuisé les questions, de passer à l'ordre du jour proprement dit. Nous allons aborder les finances et je vais laisser la parole pour les délibérations 2021 032, 033, 034 à Mathieu Piron. Je vais commencer par la 32, l'approbation du compte de gestion. Alors le compte de gestion, c'est le compte établi par le trésorier payeur. Il doit être voté avant le compte administratif. Et on l'avait vu en commission des finances, avec M. Babin notamment. Donc en fait, il reprend toutes les opérations budgétaires de l'année 2020, ainsi donc budgétaire, budget primitif, les décisions notificatives, et puis il reprend aussi également toutes les opérations en dépenses et en recettes de l'année écoulée. Donc article 1, approuve le compte de gestion du trésorier principal pour l'exercice 2020. Ce compte de gestion, visé certifié conforme à l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Je tiens à préciser que c'est peut-être la dernière année qu'on votera une telle délibération, puisque à partir normalement de 2022, il y aura ce qu'on appelle le compte de gestion unique. Et le compte de gestion unique regroupera le compte administratif et le compte de gestion. Donc on n'aura plus qu'une seule délibération à voter, et non pas deux. Parce que finalement c'est totalement la même chose. Donc il n'y a aucune raison de voter deux fois la même chose. Donc voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ah, deux abstentions. Ouais. Merci. On va voir le compte administratif. Je vais retirer sur le compte administratif. D'abord, je vais expliquer. Ensuite, on fera le vote. Donc, le compte administratif, j'ai commencé par le fonctionnement. Donc, on a 15 346 000 euros de recettes et 13 426 000 euros de dépenses. Et on a un solde créditeur de 1 219 000 sur l'exécution purement de 2020. Il y a des excédents reportés, ce qui fait que l'excédent global de la section de fonctionnement s'élève à 4 172 813,01 euros. Ça, c'est en section de fonctionnement. En section d'investissement, on a des recettes de 1 355 000 euros, des dépenses de 2 559 000 euros. Donc on a un solde d'exécution de l'année 2020 négatif de 1 203 000 euros. On a un déficit reporté de moins 59 920 euros, ce qui fait qu'on a un solde global de la section d'investissement négatif de 1 263 544,19 euros. Donc, ce qui fait que le solde de l'exercice 2020, si on regarde le fonctionnement et l'investissement, si on additionne les deux, on a un solde positif de 2 707 853,33 euros qu'il faudra affecter. Donc, qui s'abstient? Oui, c'est vrai. Sorti. On reprend. Qui s'abstient? Non. Monsieur Pierron, d'abord, vous devez nommer la présidente qui remplace le maire. Et demander un avis à l'ensemble du conseil de qui peut prendre la présidence. Moi, je propose que ce soit le premier adjoint qui soit président si vous n'êtes pas contre. Qui est contre? Donc, je prends la présidence en l'absence du maire et je confie à monsieur Pierron le vote donc du compte administratif 2020. Donc, qui s'abstient? 2. Qui est contre? Merci. Ouais. Monsieur Farsi. Je voulais dire que le conseil administratif, c'est bon avec le vote. Donc, nous allons affecter les résultats de l'exercice 2020. Donc, comme indiqué, nous avons un résultat clôture en section d'investissement de moins 1 263 544 euros et un résultat clôture en section de fonctionnement de 4 172 813 euros.
Le besoin de financement de la section d'investissement pour l'exercice 2020, donc 1 469 000, compte tenu du solde négatif des restes à réaliser et des restes à recouvrer, qui est d'un montant de 201 000 euros. Donc le besoin de financement de la section d'investissement s'élève donc à 1 469 959 euros. Donc, en priorité, nous devons affecter l'excédent de fonctionnement qui s'élève à 4 172 813 euros. De cet excédent, nous allons affecter 1 263 000 euros en compte 001, résultat reporté, en dépenses d'investissement. Et nous allons affecter au compte 1068 en recettes d'investissement 1 464 000 euros, 464 959,68. Et enfin, en recettes de fonctionnement, le solde au compte 002 pour un résultat de 2 707 853,33. Donc voilà. Qui s'abstient? 6. Qui est contre? Je vous remercie. Bien, merci Mathieu. Je propose maintenant pour la délibération numéro 2021-35 de laisser la parole à Nicolas Lucelier. Je vous propose ce soir cette délibération qui traite sur la rémunération des loyers des baux commerciaux. En effet, comme vous avez pu le constater, par décret du 3 avril au 19 mai, les commerces non essentiels locataires de locaux de la commune se sont retrouvés fermés. Et donc, par solidarité vis-à-vis des commerces de proximité et de l'emploi local, je vous propose la gratuité des loyers d'avril et de mai pour ces commerces. Vous avez des questions? Oui. C'est une bonne initiative, comme je l'ai expliqué en commission ensemble. C'est une bonne initiative de donner cette possibilité aux commerçants de bénéficier. La seule chose que j'ai remarqué, que nous avons remarqué, c'est que sur votre synthèse, vous avez indiqué que c'est les mois de avril et mai 2021. Et dans la délib, ce n'est pas marqué, c'était peut-être, ça donnerait l'impression que c'est tout le mois c'est toute l'année 2021. Pardon? Oui, c'est ça, avril et mai. Mais sur la délib, si vous voyez bien, ça donne l'impression que c'est toute l'année 2021. Ça serait bien de préciser sur la délib que c'est effectivement avril et mai 2021. D'accord. Je vous propose de modifier en séance, donc c'est pour les périodes d'avril-mai 2021 sur la délibération. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci, Monsieur Dusselier. Toujours dans la vie associative, je vous propose, en abordant maintenant la vie associative, puisque là on était sur le commerce, je vous propose de laisser la parole à Stéphane Ravalli sur la subvention exceptionnelle du Conservatoire de Vitraine. Merci Monsieur le maire. Donc on a fait les demandes de subvention l'année dernière pour le conservatoire. On avait réuni la commission culturelle, on avait décidé de lui attribuer 61 500 euros. Et sauf qu'on a été coincé parce qu'on a une convention avec le conservatoire qui nous bloque à 60 000. Donc nous avons, dans le cadre des subventions normales, donné 60 000 euros au dernier conseil municipal. Et il manquait 1 500 euros que l'on voulait donner parce qu'ils avaient des projets de renouvellement de matériel et de créer une activité liée au cinéma. Et donc là, on a la suite, en fait, on a les 1 500 euros qui manquaient. On en a parlé à la commission culturelle fin mai. Et donc là, l'objectif de cette délibération est donc de compléter les 1 500 euros que l'on avait décidé pour avoir les 61 500 € pour le conservatoire de Vitraine comme on l'avait prévu au début. Si vous avez des questions, pas de questions, sinon on peut passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci.
Toujours dans la vie associative, merci Stéphane. J'ai laissé la parole à Frédéric Strasvel pour une signature d'une convention avec le centre culturel La Rue. Dans notre programme de campagne, nous avions clairement exprimé notre volonté de développer l'accès à la culture pour tous les Villecrémois en élargissant l'offre artistique et culturelle sur le plateau Briard. Or, à ce jour, nous ne disposons pas d'un équipement culturel digne de ce nom. À Montreux-les-Roses, l'association La Rue, qui est présidée par Alain Darlet-L'Auteur, organise chaque saison, depuis 2013, des manifestations culturelles multiples, concerts, pièces de théâtre, conférences, expositions, pour tous les publics, mais également pour les écoles. Après des mois de fermeture suite à l'épidémie de Covid-19, La Rue pensait être dans l'obligation de cesser ses activités faute de trésorerie suffisante. Les 5 maires des communes du plateau Briard, Mandres, Marolles, Périgny, Sampé et Villecrène, se sont entendus pour soutenir La Rue afin que cette dernière devienne le centre culturel du plateau Briard. En effet, une programmation commune ainsi qu'une mutualisation des moyens devrait permettre de réduire les coûts et d'offrir une programmation variée de qualité. Donc, à la délibération numéro 2021-037 est annexée une convention cadre qui devra être signée par tous les maires des 5 communes, ainsi que le programme d'action culturelle et artistique des communes du plateau Briard de septembre à décembre 2021. La convention prendra effet à compter de sa signature et exceptionnellement pour 2021 s'étendra de septembre à décembre. Pour cette fin d'année, le programme d'action s'étend sur 15 semaines pour un minimum de 32 manifestations culturelles. L'année civile 2021 ayant été largement impactée par la crise sanitaire, la contribution des communes sera de 1 € par habitant. Pour les années suivantes, le montant sera revu et présenté à la commission prévue à cet effet. La programmation sera décidée par le comité de pilotage et d'aide à la programmation, composé d'1 ou 2 représentants de chaque ville signataire et des membres de La Rue. Une convention a également été signée entre La Rue et le GPSEA. La ville et le GPSEA s'engagent ainsi à soutenir l'association La Rue en faisant la promotion du lieu en tant que centre culturel du plateau Briard. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de voter pour cette délibération qui autorise Monsieur le maire à signer la convention avec La Rue ainsi que tous les documents y afférents et décide de verser à La Rue une subvention d'un montant de 1 € par habitant pour l'année 2021. Avez-vous des questions? Ce n'est pas une question, mais juste une petite remarque, c'est qu'à travers notre collègue Messad, nous avons validé en commission cette convention qu'on a trouvée intéressante et on a juste un seul souhait, c'est que le programme affiché soit respecté, parce qu'il est très ambitieux et j'espère qu'il soit vraiment respecté. Il est très riche, on a bien apprécié qu'il y a des activités gratuites, d'autres qui sont à petit budget, 6 €, 10 €, 2 €, ça reste à la portée quasiment de tout le monde. Et si jamais il y a une annulation, que ça soit remplacé par autre chose. Parce qu'en lisant le programme, on est très séduit et je pense que voilà, ça montre un certain dynamisme. Par contre, s'il sera annulé en cascade, ça serait une déception. C'est pas le but. Oui, je comprends tout à fait. En général, La Rue tient sa programmation, pour le connaître déjà depuis plusieurs années. Le seul événement qui ferait qu'elle ne pourrait pas la tenir, c'est si on était reconfiné, en fait. En fait, si... nous ne le souhaitons pas, mais s'il y avait un rebond d'épidémie, par exemple à la rentrée ou à l'octobre, c'est vrai que ça pourrait être un obstacle. Sinon, aujourd'hui, la Rue a les contacts et les réseaux lui permettant de proposer en fait cette programmation. Alors c'est une programmation qui a été vue avec l'ensemble des communes, évidemment. Mais c'est vrai que c'est une programmation qui essentiellement est faite aussi d'un certain nombre de reports de ce qui était prévu au moment où il y a eu les confinements. Et vous avez raison, hein, là-dessus, la Rue propose, le centre culturel propose véritablement une programmation en fait extrêmement riche et éclectique, puisqu'on retrouve du théâtre, on retrouve des concerts, on retrouve des cafés littéraires. Et je pense que ça peut séduire un large public en fait, selon justement les propositions qui sont faites. Je ne suis pas inquiet sur cette programmation. En dehors d'événements majeurs extérieurs qui viendraient la perturber. On va procéder au vote. Donc, qui s'abstient?
s'abstient? Qui est contre? Voilà, merci. Bien, donc après le chapitre vie associative, je vous propose de passer au chapitre famille et donc de laisser la parole à Anne-Marie Martins. Donc la délibération 2021-038 vise à augmenter les tarifs de restauration et d'activité périscolaire du coût de l'indice INSEE des prix à la consommation. Donc nous avons décidé d'augmenter les tarifs de 1% pour la restauration scolaire, la restauration municipale et les activités périscolaires d'école élémentaire et d'école maternelle. Nous n'avons pas décidé d'augmenter les tarifs, les cotisations annuelles, c'est-à-dire les tarifs de la bibliothèque, et les pénalités ne sont pas augmentées. Voilà, donc je ne vais pas vous citer tous les tarifs. Nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Pour voilà, c'est 2 abstentions et un vote pour. Je dois dire d'ailleurs que sur la restauration, 2 contre, j'ai mis. Elle a dit qu'elle est pour, donc j'ai levé la main. Oui, c'est ça, oui. Non, j'ai noté 2 contre. Ah, c'est 2 abstentions, excusez-moi. 2 abstentions et le reste pour. Voilà. Pour information peut-être. 2 contre. 2 contre et le reste pour. C'est bien ça. Oui, c'est bien ce que j'avais dit. Juste un petit commentaire. Nous avons voté il y a, c'était le conseil municipal du 23 novembre 2020, nous avons voté contre les augmentations des tarifs. C'était des tarifs, une augmentation très importante. Il y a 2% pour 2%, mais c'était aussi d'autres augmentations qui étaient dans le même délibération, la délibération, je pense 2020-78. Donc on a voté contre cette délibération parce que les sommes étaient plus importantes, beaucoup plus importantes, et la conjoncture était négative à l'époque. Nous trouvons qu'aujourd'hui, la conjoncture est plutôt positive et que les augmentations sont très modestes, et je pense qu'on a discuté de ça en commission en France. Donc c'est pour cette raison que nous validons cette proposition. Mais c'est ça, en fait. L'objectif, c'est qu'on reste sur des augmentations modestes et qu'on soit vigilant tous les ans en fonction des situations, plutôt que de devoir à un moment donné avoir des actes qui peuvent poser problème. C'est ce qui a fait que l'année dernière, nous étions dans cette situation. Et puis, il faut savoir que pour l'instant, on avance simplement, c'est quelque chose qui n'est pas encore voté. On est en train de revoir en fait le contrat de restauration. L'objectif, évidemment, c'est d'améliorer dans le sens des produits qui sont proposés, évidemment, en restauration dans les écoles. Je laisse toujours la parole à Anne-Marie Martins pour la délibération 39. Délibération 2021-039. Donc cette délibération a pour but de définir un tarif entre la commune de Villecresnes et les autres communes et de décider des tarifs de prise en charge des frais de scolarité à 300 €, c'est-à-dire à 300 € pour les enfants qui seraient scolarisés dans une autre commune de Villecresnes. Donc pour l'instant, nous avions une délibération au sein du plateau Briard, mais nous ne l'avions pas étendue aux autres communes. Et donc, c'est l'objet de cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour à l'unanimité. Vous voulez poser une petite question, s'il vous plaît? Ça va être rapide, pas besoin de micro, je pense. Je voudrais savoir sur quelle base les montants ont été déterminés. Est-ce que c'est un peu réciproque, c'est-à-dire dans l'autre sens, les enfants sont scolarisés dans leur ville, c'est le même montant aussi? L'objectif est justement la réciprocité. Donc si un enfant de Villecresnes va à Marolles, par exemple, nous paierons 300 € à Marolles, et si un enfant de Marolles vient à Villecresnes, il y aura aussi 300 €. Et donc il y aura compensation. Donc, de ce fait-là, nous ne paierons rien.
En fait, la situation était disparate, on avait des communes qui nous demandaient beaucoup. Donc là, au moins, cette délibération, elle mérite de plafonner le versement possible, de façon à ce qu'on ne soit pas, on n'ait pas justement un déséquilibre entre les enfants qu'on accueille et ceux qui prévoient, pour des raisons tout à fait louables, sont scolarisés dans un autre endroit. La délibération numéro 40, je vais laisser la parole à Madame Béatrice Laporte, qui a déjà le micro. Bonsoir. Donc la délibération 2021-040 vise à approuver le règlement intérieur du Conseil municipal des enfants. Le règlement a été modifié dans le sens où auparavant les enfants étaient élus tous les ans. Il s'agissait des enfants de CM1 et de CM2. Et là, à partir de la prochaine rentrée, on aura 10 enfants de CE2 et 10 enfants de CM1 qui seront élus pour une durée de 2 ans, ce qui leur permettra de mener à bien leur projet. Ils auront un peu plus de temps pour se connaître. Il y aura 4 thématiques. La première, thématique enfance, loisirs et culture. Une thématique sport, alimentation et santé, une thématique cadre de vie et sécurité, et la dernière thématique, solidarité et intergénérationnelle. Ils auront 2 à 3 séances plénières chaque année, et celles-ci seront présidées par M. le maire. Ces séances auront pour objectif le vote des projets du CNE. Et vu l'avis de la commission éducation scolaire, petite enfance, jeunesse et restauration collective en date du 26 mai, je vous propose de passer au vote. Ou si vous avez des questions, vous passez au vote. Non, c'est bon. Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Béatrice. Je vous propose maintenant d'aborder un chapitre ressources humaines. Je vais laisser la parole à Jean-René Cuillet de la Balie. Bien, je vous propose une délibération 2021-041 qui permet de créer un poste à SVP pour une personne qui a passé son concours d'agent technique principal de catégorie 2 et lui permettra donc, quand elle aura fini sa formation, d'être nommée gardien de la paix. Je rappelle que la politique de la municipalité et de l'administration est soit par le biais de la formation ou de passer des concours, de permettre à nos agents d'évoluer soit dans leur filière, soit dans une filière différente quand les compétences sont reconnues. Donc voilà la délibération pour créer au tableau des emplois ce poste ASVP, agent de technique principale catégorie 2. Qui est contre? Ah, question, pardon, excusez-moi. Vous avez indiqué dans... Oui. Vous avez indiqué dans le tableau, dans la synthèse, que cette création de poste se fait en quelque sorte en compensation d'autres, si j'ai bien compris. L'expression que vous avez utilisée, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de création ex nihilo, mais plutôt de transformation de postes existants, d'accord, dans la synthèse. Et d'habitude, dans les délits qui sont de ce type-là, vous dites dans l'intitulé, j'ai repris quelques intitulés, par exemple, vous dites suppression et création d'un poste, ce qui, dans les délits, par exemple, 2020, 73, 14 et 75, vous avez toujours indiqué suppression et création d'un poste. Alors là, c'est juste une création de poste. Donc, je ne comprends pas personnellement. Effectivement, lors de il y a quelques temps, chaque fois qu'on avait créé un poste, on supprimait au tableau des emplois, ce qui posait beaucoup de
forcément de problème. Donc la décision de la Direction générale des services, c'est de faire un peu le ménage et les suppressions de postes une fois par an, que de le faire à chaque fois. En l'occurrence, sur cette création de postes, comme vous avez lu, c'est dans le cadre des emplois, ce qui permettrait, s'il y avait d'autres personnes qui passaient des diplômes, de pouvoir les nommer directement sans passer par forcément une délibération pour chaque poste créé dans le cadre d'emploi défini. Voilà. Pour vous rassurer, il n'y a pas de création, il n'y a pas de recrutement nouveau sur la police municipale, puisque la police municipale c'est 11 agents et ça reste 11 agents. Simplement, on a un policier de la police municipale qui a été reçu à un concours, et donc il est en tant que tel gardien de la paix. Et il faut bien créer, donc, enfin, il sera gardien de la paix. Et cet emploi n'existe pas à l'Ukraine. Donc il faut bien créer la filière. Enfin, vous voyez, il ne faut pas voir comme un emploi, mais créer une filière pour pouvoir le mettre dessus. Maintenant, il a abandonné un poste, mais on arrête cette logique qui veut qu'on supprime et qu'on crée les postes, parce que je peux vous dire qu'administrativement, c'est un travail quittant pour rien. Donc en fait, je préfère moi vous dire exactement ce que l'on fait, ce qu'on va faire en tant que tel, est-ce qu'on recrute, est-ce qu'on supprime, mais pas un poste, un emploi, parce que c'est ça qui est important financièrement. Mais on va arrêter de fermer et d'ouvrir en permanence les postes, parce que sinon il faut recruter, cette fois-ci, une fonction RH de plus pour pouvoir gérer tout ça. Donc on arrête ça n'a pas de sens. C'est pour ça que la délibération est différente de ce qu'on a connu, elle sera comme ça. On vous dira simplement à un moment donné si on crée, si on embauche quelqu'un, c'est-à-dire si on crée, s'il y a une ressource supplémentaire ou pas. Et là, il n'y a aucune ressource supplémentaire. C'est simplement, il y a des métiers à la mairie d'Ukraine qui n'existent pas et qu'il faut ouvrir simplement pour permettre aux gens de pouvoir évoluer professionnellement parce qu'ils ont passé un concours administratif. C'est tout simple. Donc, je ne suis pas habitué à tout ça, mais je voudrais comprendre ce poste qui va être abandonné par cet agent-là, qui passera à un autre. Pardon? Il ne sera pas comblé. Tout ça, la même chose. On a 3 ASVP aujourd'hui dans le tableau des emplois. Il nous en restera plus que 2. Quand la personne qui a passé son cours, donc, qui permettra donc, de la nommer gardien de la paix, quand elle aura fini sa formation, une formation, on en a pratiquement pour 8 mois, donc cette nomination n'arrivera pas avant janvier 2022 pour se nommer gardien de la paix. Bon, sachant que pour les ASVP qui sont chez nous, et en règle générale, leur devenir, c'est de devenir gardien de la paix. Bon, donc vous avez 2 possibilités pour devenir gardien de la paix. La première, c'est d'être pendant 5 ans à SVP, et à ce moment-là, vous passez dans un grade, dans une catégorie supérieure qui vous permet, par le maire, de nommer gardien de la paix après la formation, ou alors vous passez à un concours qui vous permet, à ce moment-là, d'être nommé gardien de la paix à l'issue de la formation et de l'assermentation par le tribunal de justice. Voilà. Pour être complètement précis, imaginez, on a quelqu'un qui a reçu un concours, qui fait valoir actuellement ses droits au concours, ce qui paraît logique, puisque c'est une personne qui réussit un concours et qui fait 8 mois de formation pour disons, développer les compétences globales dans son cadre de fonction et la police municipale. On a deux solutions. Soit lui permettre de le faire au sein de la police municipale de l'Ukraine, et plutôt que d'avoir 3 ASVP, on aura un gardien de la paix et 2 ASVP, donc une compétence supplémentaire. L'autre solution, c'est d'accepter de la perdre et de réduire de 1 la police municipale de l'Ukraine. Alors quand on sait évidemment avec ce chiffre qu'on a dans le cadre de recrutement et quand on est satisfait des personnes, notre objectif c'est évidemment de garder au sein de la police municipale les éléments qui sont des éléments qui ont été cités tout à l'heure, qui apportent une véritable sécurité aux Ukrainois, et de permettre aux personnes qui font partie de cette police municipale d'avoir un programme, un projet de développement de compétences, tout simple. Voilà l'explication. Donc la deuxième délibération 2021-042, là aussi c'est une... Ah, excusez-moi, on n'a pas voté. Voilà, il n'y a plus de questions. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Donc 4 contre, le reste pour. Donc la délibération
2021-042, l'ancienne municipalité avait embauché une personne pour être la directrice de l'animation de l'Ukraine. Il se trouve que le maire et le conseil municipal a souhaité qu'il n'y ait qu'une seule direction entre le scolaire et l'animation. Et donc on change la filière de cette personne, de cette directrice, qui était directrice dans la filière animation, pour la passer dans la filière administrative, où là, comme on n'avait pas le poste, on est obligé de la même chose de créer ce poste donc, dans cette filière-là. Des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? 4 contre. Merci. Le poste il serait rattaché directement à une école ou Je ne vous entends pas. le poste de directeur ou directrice de l'éducation sera rattaché à une école précisément ou alors, la personne, elle est sous la responsabilité du directeur de pôle, hein, et elle chapeaute l'ensemble du scolaire, la partie scolaire, la partie animation. Et le périscolaire. Là encore, changement de filière simplement de la personne. Avant, elle était sur une filière animation, elle passe simplement sur une filière administrative. Et c'est tout, parce que ça change. Et cette personne, c'est la directrice de l'éducation qui est rattachée au directeur de pôle famille, lui-même rattaché à la directrice générale des services. Troisième délibération sur le personnel communal. Donc la 2021-43, même chose que ce qu'on a voté précédemment, hein, c'est un monsieur qui a passé un concours, et donc on crée son poste d'agent de maîtrise au niveau de sa filière. Question? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est contre? Il y a une question. Qui s'abstient? Je pense que ma collègue a une question. Une question à gauche. Donc elle n'a pas de question. Il n'y a pas de question? Bon, donc qui s'abstient? Qui est contre? 4 contre. Merci. Vous êtes contre cette délibération parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, parce que ce n'est pas forcément facile, c'est que c'est quelqu'un qui a une promotion. Et en fait, le fait d'être contre consisterait à refuser la promotion de la personne. C'est pour ça. C'est toute la difficulté. Oui. Toute la difficulté pour nous, c'était de comprendre un peu le sens de votre délibération. Ouais. Et on a senti qu'il y a une petite contradiction entre ce que ça a été annoncé, comme quoi il n'y a pas de création. Et nous, on est habitué plutôt à nul et créer. Là, on a que de la création. Il y aura plus simple, parce qu'en fait, c'est ridicule de refermer, d'ouvrir, de refermer en permanence, parce que ça crée du travail administratif. Donc là, l'opération, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a été reçu à une promotion au sein des services techniques. Et l'objectif, c'est de lui donner cette promotion et de lui permettre d'ailleurs, puisque ça fait partie du programme propreté, de lui permettre d'encadrer en fait les moyens supplétifs sur le terrain pour la propreté de la ville. Vous voyez, voilà. Donc, jusqu'à maintenant, quand quelqu'un a une promotion ou passe un concours ou en cas obtient une promotion, l'objectif après sa formation, c'est de lui permettre d'exercer cette fonction quand elle a une utilité pour la mairie. Bien sûr, si la fonction n'a pas d'utilité, la personne quitterait la mairie. Ce que je voudrais, c'est qu'on soit bien d'accord sur le sens de tout ça. Dans les 3 propositions qui ont été faites au niveau de DRH, il n'y a aucun recrutement. C'est simplement des personnes qui évoluent, soit parce que les 2 personnes qui évoluent, comme la SVP et cette personne-là, c'est des personnes qui ont passé un concours qui leur a permis d'évoluer, et qui vont rentrer maintenant en formation pour, évidemment, parfaire leurs compétences. Et suite à ces compétences, nous considérons qu'elles ont une vraie utilité au sein de l'Ukraine, pour la ville de l'Ukraine, pour l'administration. C'est pour ça qu'on se propose de les garder, et de les garder avec le bénéfice de cette nouvelle formation. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de créer quelque chose qui n'existe pas pour qu'ils puissent rester à l'Ukraine. On ne supprime pas le poste parce que franchement c'est du travail administratif qui ne sert pas à grand chose.
Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, et ce qu'on peut vous dire, et ça, aujourd'hui c'est enregistré, c'est constatable sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas de recrutement, d'accord? C'est bien l'évolution d'une personne qui a passé un concours et l'évolution d'un autre poste. Et le risque de cela, c'est pour ça que je le dis, c'est que si on ne, par exemple, sur cette ASVP qui va être sur un niveau d'ASVP supérieur, c'est que si on ne le faisait pas, c'est-à-dire qu'on perd une ASVP. Et le problème, c'est le risque que l'on a d'avoir une évaporation comme ça des personnes qui, évidemment, évoluent, comme nous tous dans la vie professionnelle, et qui n'auraient pas de débouché possible, justement, au sein de la vie. Bien sûr, il pourrait arriver que sur une promotion, on arrive sur un métier qui fait des doublons et qui n'a pas de sens au sein de la mairie. Donc, dans ces cas-là, il est normal que les personnes évoluent à l'extérieur. Et là, on est dans le cadre d'agents qui assurent un service au quotidien sur lequel leur promotion a une vraie utilité sur la vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le sujet. Et j'espère que notre position aussi était claire, c'est qu'on était perturbé par ce changement, changement brutal. Mais voilà, c'est toute l'explication. Hein, il n'y aura plus, comme auparavant, de création-suppression, parce que franchement, on crée un travail administratif considérable qui n'a pas beaucoup de sens au niveau local. Et c'est pour ça qu'on souhaite maintenant orienter la fonction RH vers une véritable fonction politique RH au sein de l'administration, plutôt que d'avoir une logique de simplement technicien RH. Vous voyez, parce que ça, c'est de la technicité RH, et on souhaite être plutôt dans un autre registre sur ce domaine, justement pour permettre d'avoir des projets de développement de compétences, pour permettre de travailler sur des nouvelles organisations. Vous voyez, c'est des enjeux qui sont quand même, pour moi, plus motivants, en fait, pour la filière RH. Ça suppose qu'on arrête de se créer du travail administratif pour du travail administratif. Vous savez qu'en France, le travail administratif est conséquent si on s'y attache. Donc vous maintenez votre vote contre les promotions des employés municipaux. Je ne sais pas si on a le droit de... Sinon, vous pouvez revenir sur votre vote. Maintenant que l'explication a été donnée. C'était pas très explicite, c'est pour ça que... On n'entend pas ce que vous... Donc on acte votre vote contre. Pour éviter, je pense, pour éviter tout problème, maintenir ce qui a été voté, sachant que nous regrettons oralement le fait qu'on ne soit pas éclairé dès le début. En tout cas, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, oui, en fait, on a recruté une nouvelle DRH. Pour information, nous avons une nouvelle DRH dans l'administration de la ville de l'Ukraine, et c'est vrai que ça donne une nouvelle orientation de la fonction RH, que j'ai souhaité d'ailleurs personnellement avoir une orientation qui soit beaucoup plus politique, beaucoup plus dirigée sur l'organisation de l'administration de l'Ukraine. Voilà ce qui explique effectivement ces modifications d'habitude par rapport à ce qu'on avait l'habitude de lire en conseil municipal. Mais encore une fois, c'est très clair à ce niveau. Maintenant qu'on le connaît. Ok, je vous propose de passer au chapitre suivant et à l'urbanisme. Et je vais laisser la parole pour la délibération numéro 44 à Madame Dominique Carnier. Merci Monsieur le maire. Il s'agit tout simplement de procéder à l'évaluation d'une voie de circulation qui dessert 4 pavillons, donnant sur la rue Cavellès. Est-ce qu'on peut, voilà, le plan est projeté, je pense que vous l'avez tous su avec les documents avec le conseil municipal. Donc ce sont 4 lots effectivement avec des travaux de viabilisation qui sont terminés. Donc nous avons des propositions de l'association de sauvegarde d'Ukraine Patrimoine avec un certain nombre de noms. Sachant qu'effectivement, comme c'était des noms de peintres, des gens quand même reconnus, on s'est dit qu'effectivement, cette voie qui dessert 4 pavillons en Loirière, entre l'impasse de la Garenne et la rue du Bois-Pridieu, on s'est dit qu'effectivement, il fallait peut-être mieux valoriser davantage la proposition de nom de l'association d'Ukraine Sauvegarde Patrimoine sur d'autres dénominations ultérieures. Voilà. Donc on a proposé, comme c'est proche de la TGVAL, qu'il y a un certain nombre de noms de rues dénommés avec des noms d'arbres. On s'est dit que la lettre N n'était pas du tout prise sur le plan de l'Ukraine, et N, comme Noisetier, pouvait tout à fait convenir au secteur. Voilà. Qui est particulièrement boisé. Voilà. Donc on vous propose effectivement de dénommer cette voie Allée des Noisetiers. Alors la commission urbanisme qui s'est réunie le 27 mai
à donner son approbation sur cette dénomination. Voilà. Alors nous aviserons bien entendu l'association du Mitra Sauvegarde Patrimoine de cette opération-là, sachant qu'il y a déjà eu des échanges en ce sens. Voilà. Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité, merci. Merci Dominique. Maintenant, je propose de passer sur la délibération suivante, à savoir la 045, qui est le domaine public communal, voirie opération d'Attilly, installation de chantier de la société Villecrène d'Attilly. Vous connaissez tous le chantier du centre-ville, qui est le chantier des terrasses d'Attilly. Ça fait 1 an que nous sommes en négociation avec la Cogedim et Acqueras, son partenaire sur le sujet, puisque nous avons constaté à notre arrivée que dans le cadre du chantier, la société Cogedim occupait une partie du terrain public, communal, donc pour installer sa base. Et au bout d'1 an de négociation, nous arrivons à un accord qui consiste à demander à la Cogedim de payer 500 000 € pour l'occupation de ce domaine public, à titre forfaitaire, et ce jusqu'à la date du 31 juillet. Au-delà de cette date, évidemment, nous facturerons sur un tarif de 3,50 € le mètre carré. 2022, excusez-moi, j'étais en 2021, ça sera un peu court. 2022, donc 3,50 € le mètre carré par jour, qui s'appliquera donc à partir de ce moment-là, et ce pour être conforme en fait à leur engagement de livraison, je dirais, de leur appartement, et afin d'éviter toute dérive. En tout cas, c'est un moyen de pouvoir tenir le calendrier. Et donc, l'objectif de cette délibération, c'est d'autoriser, de m'autoriser en fait à signer cette convention d'occupation et à envoyer le titre de paiement de 500 000 € à la Cogedim. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. C'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire c'est toujours une bonne chose, 500 000 €. Je veux dire que ça ne s'est pas négocié simplement non plus, c'est quelque chose qui... c'est un long processus qui date pratiquement de mon arrivée à la ville, et qui a valu différents échanges, sur lesquels voilà, nous arrivons enfin à cet accord. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres entreprises comme ça qui occupent un peu le domaine? Alors, le chiffre à la chasse, bien sûr. C'est sur moi, sur le 500 sujet. 000 €. Alors, la nouveauté, c'est que maintenant, effectivement, toute occupation du domaine public par une entreprise, pour signer, moi, maintenant, je demande, à partir du moment où il y a un arrêté de travaux, je demande toujours le pendant sur l'occupation, de façon à coupler cet arrêté de travaux de la facturation, évidemment, de l'occupation. Alors là, on est sur un montant, évidemment, qui est symbolique, pas que plus que symbolique, qui est emblématique, on va dire, puisque là, nous sommes sur un chantier majeur, et nous sommes sur véritablement une somme qui est de 2 millions € quand même pour l'occupation du domaine, ce qui va bien nous aider d'ailleurs dans l'aménagement, qui était normalement à la charge de la commune, et donc ça va participer, cette somme, à cet aménagement, vous savez, de la place, du parking, des commerces, pour pouvoir effectivement avoir en centre-ville quelque chose qui soit digne de la commune. Voilà. Et ça a été long, ça a été difficile, parce que 500 000 € pour un promoteur qui a vendu, c'est pas toujours facile non plus pour lui, mais voilà, nous débouchons enfin sur cet accord, qui est pour nous en tout cas un accord intéressant. Alors ça s'ajoute à une somme qu'ils avaient oubliée, qui est 115 000 € d'occupation, donc ça fait 615 000, et qui est facturée, qui est l'occupation du pavillon de vente, qui avait été un peu oublié dans l'histoire. Tout le monde se rappelle, devant le chef. C'est une très bonne chose, monsieur le maire. Il est juste dommage que ça intervienne seulement maintenant. Ah, voilà. Je tenais à le dire. Oui, je vous remercie. Je vous en prie. Pour nous, en tout cas, ça a été une longue négo. Oui, je sais, on en avait déjà parlé il y a Oui, plusieurs mois. tout à fait. Voilà. Mais en tout cas, saluons cette aubaine pour la commune. Voilà, je vous propose de passer au vote. Je suppose qu'il n'y aura pas d'abstention, il n'y aura pas de vote contre, et qu'à l'unanimité, vous me permettrez de signer cette convention d'occupation du domaine public. Je vous en remercie. Je vous propose maintenant de donner la parole à Pierre Lantier, donc sur le projet de modification statutaire de Sudelec.
Donc Sudelec se transforme en syndicat mixte. Bonsoir à tous, oui. C'est une régularisation administrative de pure forme qui a été liée au fait que Sudelec a été constitué que de communes et que la commune de Villeneuve-Saint-Georges, souhaitant partir du syndicat, a été remplacée par un établissement public territorial qui est Grand Orly, Seine, Bière. Je suis toujours dans les ordres. Ça sera plutôt dans l'ordre. Ah non, ça y est, il est tout en plein. Voilà. Et donc, considérant que Sudelec, initialement constitué sous la forme d'un syndicat intercommunal, forme de syndicat ne pouvant associer que des communes, doit être transformée en syndicat mixte, fermé, permettant d'associer des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour permettre d'accueillir l'EPT Grand Orly Seine-Bièvre. Considérant par délibération du 14 avril, sur rapport du président du Sudelec, le comité syndical de Sudelec a adopté le dit projet de modification de ses statuts, considérant que le projet de nouveau statut pour transformation de Sudelec de syndicat intercommunal en syndicat mixte fermé, outre évidemment qui s'en suivra diverses adaptations, considérant que ce projet de modification statutaire est soumis aux différentes assemblées délibérantes de chacun des membres de Sudelec, qui sont constitués, je rappelle, de Sandy, Brunois, Sucy et maintenant le PT. La décision modificative est prise par arrêté interpréfectoral, puisque ça va sur 2 départements. Sur ma proposition, et après en avoir délibéré, approuve le projet de modification statutaire annexé à la présente délibération, porté essentiellement transformation du syndicat intercommunal Sudelec en syndicat mixte fermé. Voilà, c'était uniquement une régularisation administrative de pure forme et très technique. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez. Merci. Merci Pierre. Maintenant, je propose de passer à la délibération suivante. C'était la 47, qui est le vœu contre le projet de prison à Noiseau. C'est une délibération qui a fait le tour du territoire, qui est prise dans chacune des villes, en soutien évidemment de la ville de Noiseau. Je vous lis donc le texte en tant que tel, et si vous voulez, on pourra dialoguer sur le sujet. Après une information émanant du cabinet du ministre de la Justice, confirmant l'intérêt par les services de l'État pour le site de Noiseau en janvier 2021, le maire de Noiseau, M. Yvan Femel, a été convié à un entretien avec le ministre de la Justice, M. Éric Dupond-Moretti, le mercredi 31 mars. Celui-ci a confirmé les informations de son cabinet. L'État lancerait la phase de préétude d'un projet de construction d'une maison d'arrêt sur la commune de Noiseau dans les mois à venir. L'État imposerait donc l'accueil à Noiseau, commune de 4700 habitants, 30% de ses capacités nouvelles d'accueil de prisonniers en Île-de-France. Alors que le département du Val-de-Marne est déjà pourvu de plusieurs institutions pénitentiaires, dont celle la plus connue, celle de Fresnes, 2e plus grande prison de France. Sans concertation avec les acteurs locaux, le maire de Noiseau, le président du territoire GPSEA ou le président du conseil départemental du Val-de-Marne, l'État donc s'arroge le droit de disposer des terrains d'une commune. Ce choix vient en outre contrarier le projet ambitieux d'urbanisation et de développement de ce secteur, incluant de l'activité économique, avec plusieurs centaines d'emplois à la clé, du logement, puisqu'il était prévu un gros quartier respectueux de l'insertion paysagère, et un centre-bus innovant d'Île-de-France Mobilité, dont les études techniques sont en cours d'élaboration. Ce projet d'aménagement est porté de longue date par le territoire. C'est une délibération d'initiation de la ZAC, la zone d'aménagement concerté, fixant le périmètre de la programmation du projet, était adoptée à l'unanimité par le Conseil du territoire, transmise et validée par la préfecture du Val-de-Marne. En 2018, vous voyez, ce n'est pas un projet récent. Donc une nouvelle réunion de concertation concernant la phase 2 de ce projet, d'ailleurs, est déjà programmée pour le jeudi 15 avril. Et alors, comme en 2021, une nouvelle étape sera franchie avec la création officielle de cette ZAC par le Conseil du territoire. Et force est de constater que ce passage en force, puisqu'en fait le projet suivait son cours,
de l'État vient également à l'encontre des politiques de préservation des espaces agricoles. Il faut voir que cette prison, elle est sur un ancien site orange, d'ailleurs à l'Oiseau, donc en fait proche de la forêt et sur des terres agricoles et naturelles de la région Île-de-France, du département du Val-de-Marne et du territoire du Grand Paris Sud-Est. Alors nous dénonçons fermement cette méthode qui privilégie quand même le passage en force et l'autoritarisme plutôt que la concertation, le dialogue et le respect de l'état de droit. L'objet du présent vœu est d'affirmer son opposition totale à ce projet et à mettre en œuvre toutes les actions légales qui permettront de le faire mieux. Ce que je pourrais dire au-delà de cela, c'est que si après tout on regarde par département la situation, on s'aperçoit que le Val-de-Marne est la grande prison d'Île-de-France avec ce projet, puisque c'est 800 cellules. Voilà. Donc il se rajoute au Geoffroy, pour mémoire, 1500 de frais. Et donc, alors qu'à Paris, on n'a pas du tout ces capacités-là rapportées à la population, on fait un transport express autour de Paris, on accueille les Jeux Olympiques, mais dans le Val-de-Marne, on ne propose que des prisons. Voilà. Donc, loin de là l'idée de penser qu'on n'a pas besoin de prison en France, en tout cas, la question reste posée. Les deux solutions qui seraient des solutions effectivement aptes à permettre la réalisation d'un certain nombre de peines, donc ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la répartition. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des villes qui sont d'accord pour accueillir des prisons. Souvent, c'est déjà des prisons qui peuvent être agrandies. Il y a aussi de l'argent pour la rénovation. Fresnes a besoin d'être rénové. L'état des prisons n'est pas forcément catastrophique partout, mais il y a aujourd'hui des centres de longue peine qui posent problème aujourd'hui. Il faut réhabiliter. Et nous pensons évidemment, quand je dis nous, c'est l'ensemble des communes du plateau Briard pour le coup, l'ensemble des communes du territoire, le GPSEA, et puis également le département, qui s'est associé aussi dans la FH. Nous pensons que pour le coup, il est important de laisser au Val-de-Marne, pour ne citer qu'eux, et aux habitants, les Moiséens, les habitants de l'Oiseau, de décider eux-mêmes de ce qu'ils souhaitent faire de leur ville, et qu'il y a, dans la mesure où il y a aujourd'hui des réponses positives de certaines villes, en région parisienne ou en province, eh bien qu'on regarde plutôt ce qu'il est possible de faire avec ces villes, plutôt que d'imposer aux Noiséens de devoir vivre avec une prison à leur côté, sur un endroit où le transfèrement des prisonniers posera problème, parce que vous avez simplement une saturation complète de l'ensemble des axes routiers qui sont proches, en fait c'est la francilienne. Et puis un endroit où de toute façon vous n'avez pas de transport en commun. Voilà. Je vous propose donc de donner votre avis sur ce vœu. Ce n'est qu'un vœu. Est-ce que vous êtes d'accord pour déposer des questions? Pas une question, c'est juste une remarque. Moi personnellement, je me suis documenté, j'ai lu un peu sur ce projet-là, et j'ai vu que ça remonte à 2017, ce projet de prison. C'était initialement à Choisy, après c'était à Valenton, après c'est Limay, après c'est à Noiseau, et on se demande peut-être si ça ne sera pas à Noiseau, est-ce que ça serait à Villecrène? Et donc c'est notre peur que si ce n'est pas à Noiseau, ça serait à Villecrène. Ouais. J'ai juste complété, Patrick, si tu veux. Je rappelle juste une chose, c'est qu'en 2010, on a eu l'épée de Damoclès sur ce sujet-là, que l'ancienne municipalité de l'époque a contesté au niveau de la préfecture le fait qu'effectivement sur le site du Bois d'Auteuil, on risquait d'avoir les mêmes problèmes. Et c'est pour ça que le maire de l'époque a lancé rapidement le projet du Bois d'Auteuil. Donc on a déjà été prévu pour cette maison de... En fait, c'est pas une maison d'arrêt, c'est une maison pour les jeunes délinquants. De ce que j'ai vu en France. Mais on a déjà donné. Voilà, donc je vous propose de recueillir votre avis. Quels sont ceux qui valident en fait ce vœu au sein de notre conseil municipal? Et ceux qui s'abstiennent? Ok, 4 abstentions. Merci. Je vous propose de passer à la délibération suivante. C'est donc la délibération numéro 48. Je vais laisser la parole à Yannick Squez sur le plan départemental des itinéraires de promenade de rendez-vous. Oui, effectivement, donc c'est le PDIPR, c'est un nom un peu barbare, qui veut dire Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Alors ce plan, il a été créé il y a plus de 20 ans,
C'est un outil qui est juridique, qui a pour objectif de pérenniser la pratique de la promenade, de la randonnée au sein de notre département. En 20 ans, évidemment, il y a eu beaucoup de sentiers qui ont été créés, des modifications qui ont été apportées vu la transformation de notre territoire. Et en ce qui nous concerne, évidemment, nous sommes concernés par ce plan, surtout au niveau de la TGVAL. Donc c'est pour cette raison, grâce à notre géographie particulièrement adaptée à la pratique de la randonnée, que le département propose d'inscrire le BRT-GELAL au sein de ce plan. En ce qui nous concerne, aucune contrainte, on n'a pas d'obligation particulière, on n'a que des avantages, puisque ça nous permettra de maintenir un accès en toute sérénité, en toute sécurité, à l'accès de ces sentiers. C'est plutôt positif. Et en ce qui nous concerne ici, on doit avoir l'avis du conseil municipal, afin que cette délibération, pour qu'elle puisse être soumise lors de la prochaine session qui va se dérouler le deuxième semestre 2021 au sein des départements. Donc si vous êtes d'accord, on va voter de façon positive pour cet avis, car c'est quand même un projet qui va nous emmener en plus dans la continuité du cheminement intercommunal avec les villes comme Périgny, Marolles, Mende, Cerdon, pour avoir un parcours assez long et assez protégé pour les vélos, les piétons, n'importe quoi. Donc c'est vraiment c'est un début, on a pas mal de projets là-dessus. Donc si vous êtes d'accord, on vote pour l'avis. Qui est pour? Merci à vous tous. Merci Yannick pour cette unanimité. C'est pas la peine d'aller très loin, puisque je vais laisser maintenant la parole à Marianne Percelot pour vous présenter le dernier point à l'ordre du jour, qui est l'adhésion à l'association du comité départemental de tourisme. La commune, dans son projet, avait souhaité valoriser son territoire, je ne sais pas si vous m'entendez, souhaité valoriser son territoire par une politique de développement du tourisme. Dans son cadre, elle souhaite la création d'un parcours de découverte ainsi que l'installation d'une signalétique touristique en partenariat avec les associations du territoire. Nous avons déjà pris contact d'ailleurs avec l'association Villecrène Patrimoine qui nous a aidés pour créer un premier parcours de découverte du patrimoine bâti et du patrimoine naturel de Villecrène, comprenant notamment le Fief, le quartier de la Gare et d'autres lieux à découvrir sur Villecrène. Dans ce cadre, nous proposons l'adhésion au comité départemental du tourisme qui dans sa mission, peut nous aider notamment dans la création dans l'installation de la signalétique et également nous aider également dans la visibilité de ce parcours que nous allons créer. Également, nous souhaitons que le comité départemental du tourisme puisse nous subventionner pour la création de tout ce que nous pourrons faire par la suite. Parce que ce sera vraiment un début. La création d'un premier parcours sera un début et nous souhaitons également créer d'autres parcours en lien avec notamment le plateau Briard et les communes du plateau Briard et ce sera un premier début. Donc cette délibération vise à adhérer à l'association du comité départemental du tourisme. Le montant de cette adhésion est de 1 centime d'euro. Voilà, donc je vous propose de voter pour l'adhésion de notre commune à l'association le comité départemental du tourisme. C'est une adhésion de 110 € à peu près. Voilà, c'est 1 centime d'euro par an. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est
une unanimité pour ce dernier point et qui clôt en fait ce conseil municipal. Donc je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée.